Alors, les CIV. Alors, les CIV, on a déjà traité de l'hémodynamique. On va faire un peu d'hémodynamique, un peu d'anatomie, un peu de diagnostic. Alors, l'hémodynamique, il n'y a qu'en France qu'on utilise cette classification. 1, 2A, 2B, 3, 4. On l'a hérité de nos maîtres, de nos grands-maîtres, de nos grands-grands-maîtres. Je ne sais pas pourquoi, il y a des choses particulières. On l'a un peu gardé. Le 1, c'est ce qu'on appelle, là aussi, il n'y a qu'en France, la maladie de Roger. Ne me demandez pas, Roger, je ne sais pas qui c'était. Je vous expliquerai qui était M. Pezzi, mais l'Aubry notamment, mais Roger, je ne connais pas. C'est la CIV petite qui ne débite pas, dont les pressions ne changent pas. C'est la CIV 1. La CIV 2, c'est la CIV assez large qui débite. Mais il y a un grand distinguo entre le 2A, où ça débite, mais c'est restrictif. Alors, le mot restrictif, d'emblée, il faut le comprendre. Restrictif, ça veut dire qu'il y a du gradient sur la CIV. Si j'ai du gradient sur la CIV, c'est que ma pression pulmonaire, elle est normale. Ça, c'est la CIV 2A. Je vous expliquerai comment on estime la pression pulmonaire. Et le 2B, c'est ça débite et elle n'est pas restrictive. Donc, il y a de l'hypertension pulmonaire. Et vous allez voir pourquoi il y a de l'hypertension pulmonaire. C'est assez facile à comprendre. Quand la CIV est large et que les valves sont ouvertes en systole, eh bien, vous égalisez les pressions de l'aorte vers l'artère pulmonaire. C'est une notion importante à comprendre. Quand vous avez une CIV qui n'est pas restrictive, la pression systolique du VG va s'égaliser avec la pression systolique du VD. C'est un peu comme les histoires de chambre. Il fait très chaud dans une chambre, très froid dans une autre. Vous ouvrez un petit vasistas, il y a toujours une différentielle de température. Vous ouvrez largement les fenêtres, eh bien, la température s'égalise. Mais c'est en systole, ce n'est pas en diastole. Ça veut dire que vous pouvez avoir une égalité de pression systolique, mais des résistances artérielles pulmonaires qui restent basses. Dieu soit loué, les 2B sont opérables. Comprenez bien, hein, parce que c'est en systole que les valves aortiques et pulmonaires sont ouvertes. Donc, quand vous n'avez pas de vélocité sur une CIV, c'est qu'elle n'est pas restrictive, puisque le Bernoulli va nous permettre d'apprendre qu'on peut mesurer une pression pulmonaire. Le 3, c'est la CIV Eisenmenger. C'est la CIV qu'on a laissé évoluer, et elles évoluent, comme certains champs vasculaires. Les CIV peuvent évoluer vers des Eisenmenger, où là, c'est une égalité de pression systolique et diastolique. C'est 200, ouais. 200, un matin. Il y a quelqu'un qui a un micro là. Et une égalité des pressions systoliques et diastoliques. Et donc, il y a quelqu'un qui a un... Vous pouvez fermer le micro là, s'il vous plaît. Et donc, on va inverser le shunt, puisque l'Eisenmenger, c'est la définition, c'est l'inversion du shunt ventriculaire. On en touchera un petit mot. Et le type 4, c'est en fait une CIV type Fallot. C'est une CIV qui développe une sténose infundibulaire. Donc la CIV est large, mais le débit va diminuer et la pression sera normale parce qu'il y aura une protection infundibulaire. C'est plus une conséquence de la CIV qu'une anomalie associée. Alors, je ne reviens pas sur la courbe pression-volume. Regardez bien le volume d'éjection VD et le volume d'éjection VG sur un cœur normal. Dans la 2A, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la 2A, là, on va partir du ventricule gauche. Dans le on peut partir du ventricule droit. Le ventricule droit, lui, il se contracte, il éjecte, il se relaxe, il n'augmente quasiment pas ses pressions de remplissage. Dans un ventricule gauche, qu'est-ce qui se passe? Il va se contracter, donc augmenter sa pression, nourrisson de 1 an, et il va éjecter. Il a 2 voies de sortie, l'aorte et la CIV. Donc, il augmente son volume d'éjection systolique VG, il se relaxe, il se remplit à pression un peu plus élevée, mais en diastole. Vous voyez que la systole, quand la CIV est restrictive, de la pression systolique VD, donc de l'AP, est normale. Donc, vous avez une augmentation du débit sans augmentation de la pression. Quand la CIV est large pour égaliser les pressions, eh bien,
vous vous retrouvez dans la CIV2B, où là, les courbes de compliance sont un peu déplacées et les pressions systoliques AP, c'est-à-dire systolique VD, sont égalisées aux pressions systoliques VG, donc systolique aorte, en l'absence de sténose de valve, évidemment. Et donc, vous allez avoir à la fois une augmentation du débit et une augmentation de la pression, et c'est ce qui explique ce pourquoi ce sont ces patients qui sont symptomatiques le plus souvent. Parce que vous avez à la fois le remplissage qui est augmenté et vous avez l'hypertension artérielle pulmonaire et le débit augmenté. Donc, très différent finalement de ce qu'on avait vu pour les CIA. Ça, c'est pour la physiologie de base. Donc, il faut bien retenir cette notion de débit et de restriction. En ce qui concerne l'anatomie, ça, c'est des cœurs explantés, tels que peut le faire Lucie Louyel, et qui nous permet de comprendre l'anatomie du septum interatrial. Là, vous avez un transventriculaire VG-VD. Lorsque ce transventriculaire, vous le coupez, vous voulez passer en un grand axe, eh bien, vous avez la 4 cavités. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un septum interventriculaire? Encore une fois, je ne suis pas embryologue, je ne fais pas des cours d'embryologie, mais plus de rappel anatomique. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais on va plus le voir sur les faces. C'est d'abord qu'il y a, et vous le savez, un petit décalage entre la valve tricuspide, qui est un peu plus apicale que la mitrale. Mais surtout, donc là, vous avez une partie épaisse du septum qui représente le septum trabéculé ou musculaire. Ce qui est surtout plus intéressant, c'est quand vous allez couper en long axe le VG d'une part, vous retombez sur ce que nous, on appelle la coupe parasternale grand axe, OG, VG aorte, avec la continuité mitro-aortique, septo-aortique. Et ce qui est très intéressant ici, c'est la face VG que vous voyez en face. Vous ne voyez pas sur du BD. On peut le voir sur du 3D. Et cette en face view vous permet de voir que le septum interatrial trabéculé côté VG est parfaitement lisse. Il n'y a pas de trabécule en fait. Pourquoi? Et Richard Van Prague, qui était un anatomopathologiste américain, le disait septophobique. La mitrale est septophobique. La mitrale ne s'insère pas sur le septum interventriculaire, à la différence de la tricuspide. La mitrale s'insère par ses cordages sur 2 piliers, antérolatéral et postéromédian, mais pas sur le septum interventriculaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la très grande différence entre une commissure et une fente. Et Alain Carpentier, celui qui a inventé tant de souches en chirurgie, s'est beaucoup trompé sur le congénital, et notamment sur les fentes de la valve AV, qu'il considérait comme des commissures, en disant une fente d'une valve antérieure, c'est une commissure, il ne faut pas la fermer pendant la chirurgie. Comme ça, vous avez des cohortes de CAV dont la fente n'a pas été fermée. Et c'est pour ça que vous retrouvez des taux de réintervention sur la mitrale de l'ordre de 30 à 50%. On est dans les années 90. Pourquoi? Parce que la fente n'est pas une commissure. Une commissure se définit par un pilier qui lui est sous-jacent, avec un amarrage de cordage, ce qui rend la valve très tendue. Une fente, en fait, vous n'avez pas de pilier. C'est septophobique. Donc, vous n'avez pas de pilier sur un septum interventriculaire. La fente, c'est juste une division antérieure du feuillet antérieur. Et donc, à un moment donné ou à un autre, si vous ne la fermez pas, ça se mettra à fuir. Donc, aujourd'hui, en dehors des mitrales en parachute extrême, toutes les fentes de CAV sont fermées. C'était la parenthèse, mais c'était pour insister sur le caractère septophobique de la mitrale. À la différence du VG, du VD, là, vous avez la coupe long axe du VD. Vous retrouvez sa forme triangulaire, dont je vous avais parlé, la chambre d'admission, la chambre trabéculée, la voie d'éjection. Cette voie d'éjection, je ne vous refais pas l'embryologie, mais c'est le fameux conus sous-pulmonaire. Quand vous aviez eu le tronc artériel commun, vous aviez une résorption du conus sous-aortique, d'où la mitrale en continuité avec la valve aortique. Par contre, la persistance du conus sous-pulmonaire, d'où la discontinuité tricuspido-pulmonaire. Ça explique les difficultés d'identification parce que c'est triangulaire. Et vous voyez ici qu'au contraire, les trabécules et la tricuspide s'insèrent massivement sur la face libre du VD. Ça, c'est le septum interventriculaire vu VD. Donc, on ne voit rien en fait. Quand un chirurgien ouvre dans un VD, il ne voit rien.
Et tout ça, c'est le septum trabéculé. Alors, on a plusieurs parties. On a le septum dit d'admission, qui est situé juste sous la valve. On va y revenir. Le septum trabéculé, qui est toute cette partie qui va du septum d'admission jusqu'à l'outlet. Et l'outlet dont on va reparler, qui est au-dessus du Y de la bande septale. Donc, retenez ce caractère trabéculé du VD, très important pour les mécanismes de fermeture des CIV trabéculés. Ça se ferme à partir des trabécules. Mais aussi qui peut polluer, quand vous avez des sweet cheese, des fromages de gruyère, la difficulté de fermer par voie chirurgicale des CIV, parce qu'on n'ouvre jamais un VG. Ce serait tellement plus facile de les fermer côté VG. Mais à cause de la cicatrice arythmogène, la voie chirurgicale ne peut être qu'atriale droite ou ventriculaire droite. Alors ça, c'était pour la base anatomique. Pour les chromosomes, je ne vous ai pas parlé d'anténatal. Pour la CIA, c'est normal, la CIA existe. Donc, je ne peux pas en faire le diagnostic. D'autre part, elle n'est pas génétiquement associée à d'autres malformations. On a les exceptionnels NKX 2.5, les Holtora, mais c'est tout à fait exceptionnel. Je ne parle pas des ostium primum, hein. Ça, c'est la trisomie. Mais je vous parle de l'ostium secondum. On sait pas, donc, si vous voulez, l'ostium secondum n'existe pas en prénatal. Ce n'est pas le cas de la CIV. La CIV, on peut la dépister. Alors, la CIV conale, bien sûr, hein, la CIV sous-aortique, la CIV du phallot. Et là, on sait qu'elle est associée à un nombre d'anomalies chromosomiques significatives. Là, c'était une série à l'époque de l'Institut de périculture, 60 fœtus qui avaient des CIV échographiquement visibles, quelle qu'en soit la forme, 20% d'anomalies chromosomiques. Trisomie 21, 18, 13, délétion, etc. Donc, une CIV, ça peut s'associer à une anomalie chromosomique. Et évidemment, on fait basculer le champ du diagnostic d'une cardiopathie relativement simple et traitable à quelque chose de potentiellement associé beaucoup plus, on va dire, difficile à assumer pour un couple, ou en tout cas qui doit le savoir, la trisomie, le syndrome de Guy-Georges, etc. Donc, c'est une information qui doit être donnée à la famille. Donc, je ne vous parle pas de la toute petite trabéculée que vous ne voyez pas en bidimensionnel avec un jet Doppler. Ça, on s'en fout, hein, c'est la petite. Je parle d'une CIV qui est visible, une trabéculée large, comme on voit ici, ou une conale. Les obstétriciens et les généticiens donnent l'info. Après, la famille ne choisit pas de faire une amniosynthèse, mais l'information doit être donnée. J'allais dire, c'est d'autant plus important que la cardiopathie est peu significative. Un peu dur ce que je vais dire, mais quand on a un troncus complexe et une microdélétion, c'est qu'est-ce qui est le plus grave? On a un CAV déséquilibré, une trisomie 21. Donc, mais quand on a une cardiopathie relativement simple, qui est juste une CIV et qu'on découvre en postnatal une trisomie 21, après, ça peut être un choix des parents de ne pas avoir fait d'amniosynthèse, mais l'information doit être donnée. Donc, elle n'a pas d'influence parce qu'elle fait partie de ces cardiopathies où on ne décide pas de transfert in-hétéro, à la différence du cours que vous aurez sur transposition des gros vaisseaux. Par exemple, on vous explique que si ça accouche dans une maternité où on ne peut pas avoir accès à la trioseptoscomie de Rashkin, on va en prison. Bon, j'exagère, mais c'est un peu vrai. Ce n'est pas le cas de la CIV. On peut faire un diagnostic de CIV et puis accoucher dans une maternité niveau 2, hein, voilà, parce que le chien est bien toléré à la naissance. Mais si on a fait le complet associatif et notamment chromosomique, je n'en parlerai plus. Alors la CIV périmembraneuse, la plus classique, la plus fréquente, comment ça se découvre? Alors ça peut se découvrir par le souffle. Alors là, le souffle, bon, on va refaire la sémiologie du souffle, mais enfin bon, on est sur l'holosystole, hein, gradient VGVD. Quand la CIV n'est pas restrictive, finalement, ça souffle moins. Les CIV larges soufflent moins, ce n'est pas forcément les moins dangereuses. Mais généralement, on a un souffle qui est tout l'holosystole. Ce n'est pas le souffle anorganique du débit pulmonaire. C'est un souffle qui, en général, est assez intense et long, irradie le fameux rayon de roue, parce qu'en fait, le chien va très loin, comme dans une insuffisance mitrale, et donc vous le percevez un peu partout sur le thorax. Donc ça, les pédiatres, comme les canaux artériels, ou les médecins généralistes, le dépistent. Après, ça peut être à la découverte, par exemple, d'un enfant qui vient pour une détresse respiratoire, style bronchiolite. Ils font la radio, ils sont surpris, ce n'est pas des poumons clairs, c'est un gros cœur. Là, ça dilate le cœur.
puisque c'est le VG et l'OG qui sont dilatés, donc le RCT est augmenté. On ne va pas faire une radio dans une CIV, et parfois, la symptomatologie respiratoire fait le diagnostic. Donc, ça peut être le souffle, la symptomatologie respiratoire, et puis après, le retentissement pondéral, pas statural, pondéral. Tout simplement pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'un nourrisson, sa mécanique est essentiellement centrée sur l'alimentation. Et toutes ses capacités énergiques, il les prend à téter. On n'a pas de NYHA. Notre NYHA, ce n'est pas savoir si je vais arriver à monter les escaliers, c'est savoir si je vais finir mon biberon. Et quand un bébé a une CIV qui débite, qui est symptomatique, elle va se manifester par... Je me souviens, Jean Cachaner, avec Damien Bonnet, il nous faisait, quand on était chef de clinique, il nous disait, un bon chef de clinique, c'est celui qui donne à téter à une CIV à gros débit. Savoir comment vous allez voir ce que c'est qu'une CIV à gros débit. Donc ça, c'est en sueur, c'est un tirage intercostal, il faut s'y prendre à 25 fois. Et en plus, s'ils sont trisomiques et qu'ils ont des anomalies de déglutition, là, c'est majeur. Et en tout cas, et secondairement, ça va avoir ce retentissement pondéral qui vont faire que vous allez avoir la fameuse cassure de la courbe pondérale, puisque le premier mois, le chaîne ventriculaire est relativement protégé. On voit très bien pourquoi, ils sont peu symptomatiques. Alors que les résistances baissent rapidement, le débit, la symptomatologie vont vraiment s'installer à partir du premier mois. Il y a comme ça des timings qui vous font des diagnostics. Le timing de la coarctation, de la défaillance polyviscérale à J5 en sortie de maternité. Bon. C'est la fermeture du canal artériel. La CIV, c'est la défaillance à la fin du premier mois. Alors, la défaillance respiratoire et en croissance pondérale. Donc, l'anatomie écho. Alors là, c'est pareil. Il faut avoir la modestie de la complexité d'un septum interatrial et de notre abord échographique transthoracique, parasternal sous-costal, bidimensionnel. Donc, vous avez en couleur les 3 grandes localisations des CIV. La localisation ici, bon, là c'est la périmembraneuse, là c'est l'outlet, qui sont situées au-dessus du Y de la bande septale. C'est-à-dire tout ce qu'on peut appeler CIV de l'outlet, soit uniquement périmembraneuse, et on va le voir, l'anatomie se définit par rapport à la tricuspide, au foyer septal de la tricuspide, soit la CIV qui s'étend vers l'outlet, qui est la CIV conale, qui est la CIV du phallo. Vous pouvez avoir des CIV conales sans bascule du septum conal, c'est-à-dire sans protection infundibulaire. C'est la large. Et puis, les formes qui sont vraiment très localisées à la partie infundibulaire, c'est ce qu'on appelait avant des CIV infundibulaires, qui sont les 3 caractéristiques de ces CIV, c'est que c'est des CIV sous-aortiques. C'est-à-dire ce sont des CIV qui ont la capacité de tracter la valve aortique dans la communication. Et donc, de créer la redoutable complication que nos pères cardiologues appelaient le syndrome de Petzl-Aubry. Monsieur Aubry, c'était un cardiologue des années 40, je crois, qui travaillait à Brousset, qui était même avant Monsieur Lenègre et Monsieur Soulier, qui avait décrit ce syndrome de Petzl-Aubry, c'est-à-dire de CIV compliqué d'une fuite aortique par prolapsus, on va y revenir. Donc ça, c'est les CIV de l'outlet. Nous, on va parler particulièrement de la périmembraneuse. Après, vous avez les CIV d'admission, qui sont les CIV en bleu, donc qui sont les CIV un peu en regard de l'ostium primum. Pour avoir une CIV d'admission, quand vous avez une CIV d'admission, vous avez une anomalie de la jonction. Donc, vous avez forcément une anomalie de la valve mitrale. Ça peut être associé à un ostium primum, c'est le CAV complet, mais ça peut être aussi isolé. Et puis, vous avez les CIV du septum trabéculé, qui vont de la partie haute à la partie apicale, séparée ici, dans sa partie médiane, par la bandelette modératrice. Donc, vous avez le septum trabéculé haut, le septum trabéculé moyen et le septum apical. Quand vous faites de l'échographie, voilà ce que vous avez. Quand vous coupez le ventricule droit, vous allez en long axe, vous allez voir la 4 cavités. La 4 cavités, vous allez voir le septum trabéculé et le septum d'admission en jonction de la valve auriculo-ventriculaire. Quand vous coupez vers la voie d'éjection aortique, vous avez dit la 5 cavités, où vous dégagez l'aorte, et là, vous avez la portion dite périmembraneuse du septum interventriculaire, et vous avez également le septum trabéculé, sachant qu'en alignement Doppler, on n'est pas très bon, puisqu'on est totalement perpendiculaire. Quand vous coupez la base des vaisseaux, eh bien, vous avez la fameuse petite axe. Et c'est la coupe la plus importante pour l'outlet.
puisque c'est là où vous allez voir la partie. Quand c'est en parasternal grand axe, c'est à peu près à 10 heures. Quand c'est en sous-costal, c'est plutôt à midi. Vous avez le défaut septal qui est situé en regard du feuillet septal de la tricuspide, c'est la portion périmembraneuse. Cette portion périmembraneuse que vous voyez ici, en fait, elle est très... Pourquoi on le dit périmembraneux? Parce que c'est un septum translucide. Ce n'est pas comme le septum trabéculé qui est musculaire, ou même le septum infundibulaire. Van Prague, il disait, pour reconnaître un septum trabéculé, j'allume une lumière dans un ventricule et je regarde par l'autre ventricule et je vois que la lumière passe. Donc, c'est une portion très isolée. Et pourquoi parfois elles sont larges? Eh bien, parce qu'elles vont s'étendre vers le septum de l'outlet ou vers le septum d'admission ou vers le septum trabéculé. C'est son extension, un peu comme le foramen ovale qui s'étendait sur les septums interatriaux. Mais l'élément fondamental de retenir d'une périmembraneuse, c'est son contact avec le feuillet septal de la valve tricuspide qui va la fermer. Ensuite, vous avez, quand vous êtes en transventriculaire, vous obtenez la coupe transventriculaire. Donc, vous êtes sur le septum trabéculé, partie antérieure. Vous pouvez également, si vous êtes à partie haute, un peu coupé du septum d'admission. Et là, vous pouvez aller de la base à la pointe. C'est le fameux déroulé, quand vous êtes en sous-costal. Vous avez une transventriculaire, vous allez dérouler de la base à la pointe pour savoir s'il y a des CIV trabéculés multiples. Alors, voilà pour l'anatomie. Encore une fois, vous serez amené à l'apprendre et à la pratiquer. Même chose que dans les valves, dans les shunts, la deuxième partie, c'est OK, j'ai fait un diagnostic de CIV. Très bien, les parents veulent savoir, and so what? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on a vu d'abord qu'il y a la partie symptomatique. À la différence des CIA, c'est que la CIV, elle, du petit nourrisson, notamment dans les 2B, il y a des symptômes. Le retentissement pondéral, donc on va voir que ça peut déboucher déjà sur un traitement. Mais le plus fréquent, c'est la CIV, la CIA qui a du shunt, mais qui n'a pas de symptômes. Et c'est celle-là qu'il est le plus difficile de savoir ce qu'il faut faire. Alors là, par contre, on peut utiliser la dilatation ventriculaire gauche, à condition qu'il n'y ait pas de communication interatriale. Si vous avez une CIA associée, tout ce qui débite par la CIV qui revient par les VP va passer par la CIA. Et donc, on ne parle pas d'un petit FOP, mais d'une CIA. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le VG qui va prendre, c'est les cavités droites. Donc vous retombez sur la difficulté de quantification des cavités droites. Si vous n'avez pas de CIA, c'est pour ça que vous devez toujours avoir une analyse des shunts à multi-étages. Vous allez faire un TMVG. Alors, le TMVG, je vous rappelle que quelques dates, le TM, temps, mouvement, donc une image, plusieurs cycles, une ligne. Dans les années 78. Entre 78 et 80, 1978-80, vous avez des bouquins avec le TM. On faisait des lignes. Donc, on faisait de la quantification, puis même de l'anatomie. On décrivait le fluttering diastolique de la valve mitrale dans une insuffisance aortique, on décrivait la transposition des gros vaisseaux. Enfin, ça n'a pas duré beaucoup de temps. Dans les années 80 est apparu le bidimensionnel. Ce sont les cardiopédiatres qui ont montré, David San aux États-Unis, les premières images bidimensionnelles de crosse aortique. C'est les cardiopédiatres, ce n'est pas les cardiologues adultes. Et donc l'échographie a été totalement bouleversée. 80-90, c'est l'explosion du bidimensionnel. Et donc à ce moment-là, vous aviez une imagerie anatomique. Alors le TM n'a pas été complètement relégué parce que le TM vous permet à une excellente résolution qui vous permet de faire endocarde en endocarde. Et donc de mesurer lorsqu'il est fait dans les règles de l'art. Et là, c'est pareil. Vous apprenez dans vos DIU d'imagerie comment on fait un TM. Un TM, c'est compliqué à faire, et encore plus en pédiatrie. Un TM hasardeux en sous-cottage chez un enfant qui crie, ça ne veut absolument rien dire. On sait déjà que dans des TM très bien faits, vous allez avoir des variabilités inter- et intra-observateurs considérables. Alors, si vous faites des volumes Simpson là-dessus, vous les multipliez au carré, voire au cube. Mais le TM, c'est difficile. Il faut avoir la continuité septo-aortique, il faut couper au ras de la valve mitrale, là où il y a les cordages, il faut être totalement perpendiculaire au septum, il faut faire endocarde en endocarde. Donc,
il faut aussi avoir toute la mesure de ce qu'est un TM, hein, qui n'est pas facile à faire, hein, en parasternal grand axe. Les Américains, d'ailleurs, n'utilisent pas le TM, ils mesurent en bidimensionnel. Hein. Néanmoins, une fois qu'on a passé les problématiques de mesure, nous, en pédiatrie, on ne peut pas se dire 20 mm, 30 mm, 40 mm, c'est dilaté, c'est pas dilaté. On a besoin, je n'ouvre jamais un carnet de santé, hein. Je ne mets jamais un mot dans un carnet de santé. Je préfère donner directement la lettre aux parents. Parce que dans un carnet de santé, bon, c'est intéressant, c'est les vaccins, mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Le poids à la taille, mais ça, on le fait nous-mêmes. Le poids notamment. Mais il y a quand même une chose. On est issu de la pédiatrie, c'est-à-dire qu'on a un corps en croissance. Et on a une surface corporelle 0,2 à la naissance, 1,7, 1,8, voire 2 après. Donc, il va falloir qu'on interprète en fonction des chiffres. Et là, je vous invite un jour, vous allez dans le Medline et vous faites Z-score, Pediatric Children, lève ventriculaire Z-score. Vous allez voir, vous allez tomber sur des masses de publications par pays. Chaque pays, en fait, distribue son Z-score. Les Tchèques ne mesurent pas de la même façon, pas la même taille mesurée que les Anglais. Bon, parce que la définition du Z-score, c'est d'être, je ne vais pas marquer là, en plus ou moins 2 DS. C'est-à-dire que globalement, votre ventricule est considéré comme dans 98% de la population. Donc, vous avez besoin d'informations poids-taille, vous mesurez un VG que vous estimez valide et vous allez regarder. Et là, vous allez dire, ben, je suis simple. La CIV débite si son Z-score est supérieur à plus 2. J'applique la loi de Starling. Je ne peux pas avoir une CIV qui débite si mon ventricule n'est pas dilaté. Même raisonnement que dans une valvulopathie. Chronique, hein, je ne parle pas des aigus. Là, c'est pareil, je ne parle pas de la CIV post-infarctus. Hein. Je parle d'une CIV chronique. Je ne peux pas avoir, on ne peut pas m'expliquer que la CIV débite si j'ai un Z-score qui est à 0,5. Ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Soit vous avez mal mesuré le VG, soit bon. Donc, dans les CIV asymptomatiques, on ne peut pas fermer une CIV si son Z-score n'est pas à plus de 2. Donc, après, vous avez plein d'applications. Oui, vas-y. Tout simplement parce que la CIV va tendre à se fermer. Donc, tout dépend de l'anatomie de la CIV. Si tu as une périmembraneuse restrictive avec un anévrisme septomembraneux, tu as des potentialités de fermeture qui existent. Alors, quand est-ce qu'ils surviennent? Il faut quand même être clair. Ils surviennent généralement dans la petite enfance. Quand il y a eu croissance et qu'à 7-8 ans, la CIV est toujours avec un débit augmenté, la probabilité de fermeture, elle est moins importante, mais elle peut potentiellement exister. Les trabéculés relativement petites se ferment par les trabécules. Après, il y en a qui ne se ferment pas. Une CIV de la outlet, parce qu'il n'y a rien pour la fermer, la CIV de la outlet. Une CIV infundibulaire ne se ferme pas. CIV d'admission, ça peut aussi se fermer par la tricuspide. Donc, c'est un peu le débat. Finalement, dans une CIV, on préfère qu'il soit symptomatique ou qu'ils aient une complication pour poser une indication. Parce que là, on est sûr du bienfait. Après, quand on écoute les adultes, et les séries adultes de CIV, ils nous expliquent quand même qu'il y a des complications à l'âge adulte. Laisser une CIV avec un débit modérément augmenté, mais qui va finalement dilater le volume de l'OG et du VG, c'est s'exposer à des troubles du rythme atriaux à l'âge adulte. Un peu comme dans la CIA. C'est pas top. Il y a les risques d'endocardite qu'il ne faut pas sous-estimer, qui existent. Donc, mais on n'a pas le percutané. Vous allez voir, c'est encore plus flagrant pour les CIA. Les canaux, on fait de la prévention d'endocardite dans un canal. Quand il n'y a pas de débit, parce qu'on a une forme percutanée simple pour les fermer. Ce n'est pas le cas des CIA. D'où cette notion de Z-score potentiellement évolutif. Après, la pression pulmonaire. Je ne vous ferai pas l'injure, mais j'allais dire, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir dans le cours, c'est ça. Comment mesurer une pression pulmonaire? Puisque j'ai
presque terminé ma courbe échographique. Je vous avais dit 78 le TM, 80 le bidimensionnel, 90 le Doppler. Le 2D, le Doppler pulsé d'abord est apparu. Monoporte, monoligne, j'interroge une vitesse de Nyquist, vitesse maximale mesurable. Puis après l'apparition du Doppler continu, j'enregistre une ligne sans ambiguïté, je peux mesurer des hautes vitesses. Puis l'apparition du Doppler couleur, qui est le Doppler pulsé, multiligne, colorisé tout simplement. Le Doppler couleur n'est que du Doppler pulsé colorisé. Et avant les années 90, en 80-90, on pouvait faire un peu d'anatomie, mais pas d'hémodynamique. C'est le Doppler qui a permis, et pourquoi il n'y a plus de caté diagnostic? Parce que grâce au Doppler, on peut faire de la mesure hémodynamique et l'application du Bernoulli. En gros, je caricature un peu, mais le seul caté hémodynamique, c'est quand vous ne pouvez pas faire de Bernoulli, c'est-à-dire les caveaux pulmonaires. Pas d'accès à la mesure de la pression pulmonaire quand vous avez une veine cave qui va directement dans les poumons. Mais en dehors de ça, si le Bernoulli est bien appliqué, sachant que le Bernoulli n'est pas applicable dans toutes les conditions. Donc, je vous rappelle le principe, c'est de dire que le gradient entre deux cavités, le gradient de pression, plus exactement que la vélocité que vous mesurez en Doppler, puisque le Doppler, ça mesure une vitesse, est transformable en pression par la formule delta P égale 4V au carré. Sachant qu'il y a un grand oublié, hein, delta P, c'est pression en amont moins pression en aval, sur 4V au carré qui est la pression en amont, mais vous oubliez la pression d'aval. Vous négligez la pression d'aval. C'est-à-dire, vous faites comme si elle était négligeable. C'est-à-dire, je prends un exemple d'une voie d'éjection aortique, il y a une sténose valvulaire aortique, vous allez mesurer le grade, la vitesse entre le VG et l'aorte, et vous allez considérer, donc vous allez la mesurer à son point maximal sur la valve, et vous allez considérer que la vélocité d'amont, bien en amont, est négligeable dans le ventricule gauche, ce qui est généralement vrai. Ça s'accélère sur la valve. Par contre, donc c'est applicable sur les valves, en fait. C'est applicable sur les défauts septaux, CIA, CIV. Mais dès que vous avez une sténose qui est longue, par exemple une coarctation, vous avez souvent une hypoplasie de l'aorte transverse. Donc vous avez une accélération en amont qui fait que sur l'ISP, vous ne pouvez pas appliquer un Bernoulli parce que vous négligez la vélocité d'amont. Et d'ailleurs, faites le calcul. À chaque fois que vous avez un isthme aortique, c'est accéléré. Quand vous demandez et quand vous prenez les pressions, elles sont égales. Il n'y a pas d'application possible d'un Bernoulli sur un isthme aortique, comme vous ne l'avez pas sur des sténoses étagées, par exemple d'un falot, ou que vous sténose infundibulaire, sténose valvulaire, sténose tronculaire, ou que vous ne l'avez pas dans des sténoses longues, où là, vous allez avoir un phénomène de perte de charge aussi, comme sur des tubes, par exemple. Par exemple, quand vous avez un tube VDAP, l'estimation de sa sténose, c'est moins la vélocité dans le tube que la pression VD que vous allez mesurer sur la fuite tricuspide, comparée à la pression VG, qui, elle, est parfaitement applicable. On sait très bien que sur un tube, on ne peut pas appliquer un Bernoulli. Donc, il faut faire un canal artériel, par exemple. Ce n'est pas très applicable non plus, parce que c'est un canal, ce n'est pas une valve. Donc, il faut faire très attention. Le Bernoulli, il n'est pas applicable dans toutes les conditions. Ça, je vous le dis, en tout cas, coarctation Bernoulli, c'est 0 DIU. Si on vous demande comment on estime un gradient de pression sur une coarctation et que vous nous appliquez le Doppler au lieu de mesurer la pression 4 membres, c'est 0. Dans mon état d'esprit, parce que c'est vraiment l'état d'esprit. Le Bernoulli est formidable, mais le Bernoulli n'est applicable que lorsqu'on le comprend, qu'on l'applique à bon escient. Donc la CIV, oui, vous avez un trou, vous avez une vélocité dans la CIV, et là, vous pouvez faire du gradient VGVD. Donc, c'est l'estimation de la pression sur la CIV. Après, les autres, vous les connaissez. La pression sur la fuite tricuspide, qui vous estime la pression VD en systole. Et je dirai un petit mot sur la pression sur la fuite pulmonaire, qui est la seule à vous estimer la pression artérielle pulmonaire en diastole. Alors, la pression artérielle pulmonaire, donc le Bernoulli, bon, là aussi,
tas d'exercices qui peuvent vous être donnés. Le gradient transventriculaire, PVG moins PVD égale 4 vélocités au carré. Voilà, on vous dit comment est-ce que vous allez calculer la pression artérielle pulmonaire, qu'est-ce que vous avez besoin. J'ai la vélocité de la CIV, ok, vous avez 4 mètres, très bien. Vous avez besoin de la pression au brassard. Alors évidemment, pourquoi tout ça, c'est un brassard, l'autre Doppler, pas simultané chez un enfant agité. On est d'accord que ce n'est pas hyper scientifique. Mais néanmoins, si vous avez une pression aortique fiable, s'il n'y a pas de sténose valvulaire aortique, ça veut dire que votre pression aortique systolique au brassard est égale à la pression VG, vous pouvez enlever à cette pression aortique le gradient transventriculaire 4V2 au carré, ce qui vous estime la PVD en systole, et donc la PAP en systole s'il n'y a pas de sténose valvulaire pulmonaire. Voilà, et donc vous avez une estimation indirecte par la sténose valvulaire pulmonaire, sachant qu'il faut être bien aligné. Là aussi, moi, j'ai eu la chance quelque part de, comme je vous ai dit, moi j'avais fait mon master 2 en 92, donc c'était avant l'apparition du Doppler couleur. Et à l'époque, on avait des sondes Doppler PEDOF. Donc on faisait de la sémiologie un peu stétacoustique par la PEDOF. Donc c'était des sondes où on se mettait sur le foyer tricuspide, sur le foyer aortique, voilà, pour faire de l'hémodynamique Doppler. Et ce qui était d'ailleurs très intéressant, indépendamment des cardiopathies congénitales. Et là, on nous apprenait que le non-alignement à plus de 20 degrés entre le flux et le tiers Doppler fait que la vélocité, elle est plus valable. Vous la portez au carré en plus. Donc, et puis il faut faire attention au traçage. Ne pas prendre des turbulences. Souvent, on excède un petit peu, on prend les vélocités extrêmes. Là, vous voyez, par exemple, celui qui a fait, c'est trop là. Hein. C'est probablement par là qu'il faut la prendre. Il faut mieux tracer pour avoir le gradient maximal. Sinon, on élargit considérablement. Et après est apparu le Doppler couleur. Et le Doppler couleur a une double utilité. Il a l'utilité anatomique de voir des petits chintes, etc. Mais il a surtout une utilité pour aider la mesure du gradient continu. Parce que finalement, ils ont intégré après la ligne continue sur la sonde phase d'arrêt, puisque avant il n'y avait pas de Doppler sur les sondes, il y avait juste de l'imagerie et le Doppler pulsé. Eh bien, en mettant le Doppler couleur et le tiers Doppler, vous pouvez vous aligner avec le Doppler couleur sur le Doppler continu. Et donc, chercher la meilleure incidence du flux de CIV pour avoir la vitesse maximale la plus fiable. C'est vrai aussi pour les sténoses valvulaires, quand vous voyez un flux de rétrécissement pulmonaire ou de rétrécissement aortique, vous allez essayer de vous aligner le plus possible. Et c'est un art d'autant plus difficile que l'enfant est parfois un peu turbulent. Donc, vous devez le faire à un moment donné. Voilà. Alors, la pression pulmonaire, à partir de l'IT, ça, c'est ce qu'utilisent au quotidien les cardiologues adultes, mais nous, on préfère leur dire, vous ne mesurez pas une pression pulmonaire, mais vous mesurez une pression VD, en estimant la POD par la taille de la veine cave inférieure, et en y rajoutant 5 mm de mercure, on a la PVD systolique. Pourquoi c'est de la PVD et pas de la PAP? C'est que nous, on a énormément de pathologies obstructives valvulaires pulmonaires. En fait, on va l'utiliser, nous, cette fuite tricuspide, pas tellement dans la mesure de la pression pulmonaire, parce que ça, quand on a une CIV, on va plutôt utiliser la CIV, mais dans les obstacles de la voie droite. Encore une fois, c'est beaucoup plus fiable d'indiquer, par exemple, une reprise sur une valve pulmonaire biologique qui a été implantée à l'âge pédiatrique sur la fuite tricuspide. Vous allez pouvoir vous aider, je pense que j'ai mis une image également, sur la courbure septale. Ça aussi, ce sont les cardiopédiatres qui ont influencé la cardiologie adulte sur la fameuse courbure septale. C'est quoi cette courbure septale? C'est l'idée que en systole, mon enfant, vous avez 80 à 100 mm de mercure dans un VG. Dans un VD, vous avez 20 mm de mercure. Donc, vous avez en télésystole une courbure quand le petit axe est bien fait. Là, encore une fois, parfois en sous-costal, c'est difficile, même en parasternal. Il faut vraiment être dans un plan transverse parfait pour avoir la courbure septale. Eh bien, cette courbure septale est parfaitement arrondie. Et tout ce qui élève la pression VD va tendre à modifier cette courbure septale en systole. C'est très semi-quantitatif, mais c'est utile en fait. Ça va
plus ou moins l'aplatir complètement s'il y a ce qu'on appelle une pression isosystémique, voire l'inverser, par exemple dans les sténoses critiques valvulaires pulmonaires, lorsque la PVD devient suprasystémique. Parce que finalement, nous, ce qu'il importe là, je suis plus dans la pression pulmonaire des CIV. Excusez-moi de sauter un peu du coq à l'âne. Je suis dans les obstacles de la voie droite. Ce qui est plus important que les gradients, c'est le niveau de pression par rapport à la systémique. Vous imaginez bien un gradient de 30-40 mm de mercure chez un nouveau-né, ce n'est pas la même chose que chez un adulte. Parce que 30-40, ça peut vous mettre une PVD suprasystémique, puisque le nouveau-né a 60 de pression aortique. S'il a 40 de gradient, 20 dans la P, ça peut mettre 60 dans le VD. Alors que chez un adulte ou un enfant beaucoup plus grand, c'est une sténose très modérée. Donc, c'est pour ça que quand vous demandez des chiffres, non, il faut vraiment raisonner en hémodynamique complète de l'âge de l'enfant. Et la courbure septale vous donne cette idée du rapport de pression entre les ventricules, sachant qu'un obstacle de la voie droite est potentiellement dangereux lorsque la pression est iso et très dangereux lorsqu'elle est suprasystémique. Donc là, par exemple, vous avez une analyse qui vous dit que la courbure septale est arrondie, est aplatie, donc vous avez une élévation de la PVD par l'élévation de la PAP. Le Doppler est non véloce par la CIV. Bon, c'est logique également, il n'y a pas de gradient transventriculaire. Et l'IT est véloce également, donc vous avez la concordance des trois. Alors, pourquoi la pression diastolique est importante en théorie? En fait, quand on fait des cours du DIU, là, on a beaucoup de théorie. Moi, je me souviens quand j'étais à Brousset, mais il passait des heures à enregistrer des fluides pulmonaires. Bon, on n'a pas le temps non, pédiatrie. Alors on me dit, oui, mais il y a 80% de fuites pulmonaires physiologiques. Il s'agit dans tous les sens. Comment voulez-vous que j'ai une fuite pulmonaire? C'est impossible. Et puis, on a des enveloppes où on a la protodiastole, mais on n'a pas la télédiastole. C'est compliqué, quoi. Je veux dire, mais c'est quand même important. Puisque là, on est en diastole. On est sur la fuite pulmonaire. Donc, la valve pulmonaire est fermée. On est entre l'AP et le VD. Donc, on va estimer un gradient entre la diastole de l'AP et du VD. Et on va dire, bon, ce gradient, on applique le Bernoulli. Donc, on dit PAP moins PVD. Et on va lui rajouter égal 4V au carré. Alors, on va se mettre en protodiastole. La protodiastole, c'est l'estimation de ce qu'on appelle la pression moyenne. Pression moyenne, c'est en fait la moyenne entre la systole et la diastole. Et on va lui rajouter le chiffre de la pression diastolique VD. Mais moi, je ne la connais pas, la pression diastolique VD. Donc, je veux dire, s'il n'y a pas de sténose tricuspide, c'est la pression OD. Donc, mais je ne connais pas la pression OD, donc je vais regarder la pression cave. Donc, je vais faire comme je fais avec unité. Donc, en gros, je rajoute 5. Et donc, avec les 5 mm de mercure, ça me permet de connaître la pression moyenne. Alors, ce n'est pas franchement super intéressant, la pression moyenne, parce que la pression moyenne, elle est moyenne, comme son nom l'indique. Quand je vous ai parlé des CIV2B, la CIV2B, elle a une systolique élevée. Mais la pente de la fuite pulmonaire est très véloce, parce que la diastolique est basse. Donc, si j'arrive, et c'est ça qu'on n'arrive pas à voir, si j'arrive à voir la télédiastole de la fuite pulmonaire, là, je suis en diastole, je mesure la pression diastolique de la P, et là, je vais m'apercevoir que la moyenne est élevée, mais parce que la systole est élevée, mais la diastolique est basse. Et ça, c'est important, parce que ça signifie que les résistances artérielles pulmonaires sont basses. Ça signifie que la CIV est opérable. Quand on parle de la CIV Hazen-Menger, c'est une égalité systolo-diastolique des pressions. Donc, ça veut dire une IP comme ça. Mais encore une fois, c'est un peu théorique ce que je vous dis. Parce que chez un petit nourrisson, avoir la télédiastolique de l'IP, pas facile. Hein. Donc, on va regarder comment l'enfant débite. Mais disons que dans les CIV, notamment, on a certaines CIV des chaînes humanitaires qui nous arrivent un peu tard, parfois. Et la fuite pulmonaire fait partie de l'analyse physiologique de l'opérabilité en regardant notamment la vélocité télédiastolique et la fuite pulmonaire. Alors, la périmembraneuse, donc, schéma simplifié, ce qu'il faut retenir, c'est la valve tricuspide.
Elle est fermée par le feuillet septal de la valve tricuspide, l'anévrisme du septum membraneux. Et deuxième élément, comme tous les CIV de l'outlet, ça c'est côté VD, mais côté aorte, elle est en continuité avec la valve aortique, et notamment la cusp coronaire droite. Et en fait, vous voyez dans un petit axe, hein, c'est la cusp coronaire droite qui est au contact de la CIV. Et ce sont les deux éléments de complication. Alors, vous voyez, quand vous êtes en petit axe, vous voyez ici ce shunt ventriculaire non véloce. Donc, un alignement qui n'est pas parfait, mais vous avez déjà une information d'absence d'aliasing, donc de CIV non restrictive. Et vous voyez en 3D comme on fait de l'imagerie sympathique, hein, OD, VD, vous voyez ici la valve aortique et la CIV. On peut même dessiner le Y de la bande septale. C'est un peu déplacé, il est là. Là, la CIV. Ce qui est important à retenir, c'est le rapport anatomique très étroit avec le feuillet septal de la tricuspide. C'est important parce que c'est ça qui la ferme. Quand on parle d'anévrisme du septum membraneux, je vais vous montrer une image un peu plus loin, c'est la tricuspide. Alors, vous voyez, quand je vous disais 10 heures en parasternal et plutôt midi en sous-costal, on a toutes les mêmes voies, mais on rote. La périmembraneuse est à midi. Mais c'est vrai que la sous-costale bien faite, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'infos sur une même image. Je vois que les pressions sont basses. Vous voyez là le stachie, pression droite de remplissage sont basses. Je vois la CIV qui vient taper contre le feuillet septal de la tricuspide. Hein, donc je dis, ah oui, là, à la faveur d'une bactériémie, il peut y avoir une endocardie. Je suis parfaitement aligné pour du Doppler continu pour regarder le gradient de transmet. Et puis évidemment, j'ai une vue magnifique de l'artère pulmonaire. Donc là aussi, s'il y avait une pathologie obstructive de la voie pulmonaire, je suis parfaitement aligné. Donc, et puis si je déplace le Doppler couleur sur le septum interatrial, ben évidemment, j'ai beaucoup d'infos. Le sous-costal est formidable. Il est formidable quand on arrive à le faire dans des bonnes conditions. Alors là, c'est une très jolie image hein, d'un anévrisme du septum membraneux, qui est d'ailleurs développé à la fois au profit du feuillet septal, mais aussi antérieur, et que vous voyez ici en 3D. Donc, vous avez le VG ici, vous avez la mitrale, vous avez la valve aortique, et vous avez la CIV. Ça, c'est le VD avec son feuillet tricuspide. Et vous voyez ici l'anévrisme du septum membranaire. Alors, c'est doublement important parce que c'est ça qui ferme et c'est ça qui fait poche pour mettre éventuellement la prothèse. Parce qu'on ne met pas, je vais vous expliquer, on ne met pas la prothèse à cheval sur le septum, on la met dans la poche anévrisme. Alors voilà le gros piège. Là aussi, ça peut être d'abord parce qu'on s'est fait tous piéger. Hein. On est plus jeune, hein, et puis parce qu'on aime bien poser ce type de questions. Alors le mot Gerbode, beaucoup l'ont oublié. Gerbode, c'était un chirurgien allemand qui, dans les années très violent, je crois les années 54, 55, avait fait ces schémas expliquant pourquoi il y avait souvent un flux du VG vers l'OD dans les périmembraneuses. Tout simplement parce qu'il y a un décalage entre la valve tricuspide et la mitrale, et entre les deux, il y a le septum membraneux. Mais ça, c'est le Gerbode vrai, c'est vraiment le défaut entre les valves. Mais beaucoup plus, fréquemment, c'est une fuite qui se fait du VG vers le VD et par la commissure tricuspide dans l'oreillette droite. Mais le gros piège diagnostique, c'est évidemment l'estimation de la pression pulmonaire à partir de la fuite tricuspide. Puisque là, vous vous retrouvez, d'ailleurs, quand vous faites l'enregistrement Doppler, vous vous retrouvez dans un flux à la fois positif en systole et en diastole. Et quand vous faites l'alignement Doppler sur la fuite tricuspide, évidemment, ici, en négatif, reflète la pression aortique, et non pas la pression ventriculaire droite. Alors là, vous avez un cas, c'était publié dans une revue britannique, Heart, chez un adulte, où ils ont fait, c'était des vieux modes 3D, mais où ils montrent une imagerie 3D d'un flux VG-OD, la périmembraneuse, le flux VGVD est enfermé. Il peut résister juste garder juste le Gerbode défect, mais c'est le gros piège diagnostique. Vous avez, là, je me permets de le dire parce que moi, quand j'étais jeune, je me suis moi-même trompé. Vous avez deux pièges diagnostiques sur la fuite tricuspide qui n'estiment pas la pression
artérielle pulmonaire, vous avez ça. Et l'autre? Non, ça oui. Non, qui n'estime pas la pression VD. Non, dans une cardiopathie congénitale, opérée ou non opérée. Non. Non, l'Einstein, tu peux, si le flux est laminaire, c'est ton estimation de la. Tu restes dans une forme anatomique en série. C'est lorsque vous avez un ventricule droit systémique. Je dis ça parce que je me permets de le raconter quand j'étais, je crois que j'étais interne. Je faisais des échos de département et un jour, je vois une jeune qui venait de pneumo, qui avait une symptomatologie respiratoire. Et je l'examine dans le noir. Voilà, c'était pas bien, quoi. Et je fais un diagnostic d'HTAP. Une fuite tricuspide très véloce. Et je dis, bah, voilà, HTAP, symptomatologie. Donc j'appelle triomphant mes collègues pneumologues. Et Daniel Sidi me convoque dans son bureau en disant, écoute, tu pourrais regarder les dossiers où moi j'ai mis la lumière. Hein. Cet enfant avait une sternotomie, c'était une chirurgie de Mustard. Donc évidemment, là, le ventricule droit, il est sous-aortique. Donc la vélocité que vous mesurez, c'est la pression aortique, pas la pression pulmonaire. Et vous avez la fameuse transposition corrigée des gros vaisseaux ou double discordance. Et là, j'ai également des souvenirs en tête de collègues qui ont fait des diagnostics sur des doubles discordances. Donc c'est évidemment... mais bon, voilà, c'est des conditions particulières. Mais alors, donc on a parlé de la périmembraneuse. La musculaire, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que ça va se fermer à partir des trabécules du VD. Que la toute petite trabéculée moyenne qui se ferme à la naissance, je ne suis même pas sûr, c'est comme le foramen ovale, je ne suis même pas sûr qu'il faille en parler aux parents, parce qu'on sait que c'est 100% de fermeture, et que le souffle, c'est pas du tout... enfin, la difficulté la plus importante pour les parents, c'est quand ils... Enfin, pas la plus importante, mais le challenge, quand on vient vous voir pour un souffle cardiaque, c'est que d'abord, vous passiez le moins de temps possible parce que le cœur est normal, donc il y a une inverse proportionnalité au temps passé auprès du malade et la gravité. Donc il faut aller vite, mais en même temps être sûr. Et puis surtout qu'il ne revienne jamais. Et que vous convoquiez le médecin généraliste qu'un souffle est innocent, bénin, organique, fonctionnel. Et ils me disent non, mais c'est un souffle. Et c'est cardiaque. Donc c'est doublement grave. Oui, d'accord, mais c'est un bruit, quoi. Donc souvent, je fais la comparaison avec nos confrères anglo-saxons. Eux, c'est un murmure. C'est un bruit. Le souffle n'a rien à voir avec la respiration. Je dis ça de façon très, peut-être un peu bête, mais c'est difficile. Hein. Les gens sont persuadés, ils associent souffle et respiration, souffle et essoufflement, souffle cardiaque et maladie, qui n'en est pas un dans 98% des cas. Et pourquoi je vous parle de la trabéculée? Parce que la trabéculée, ça, c'est des souffles organiques. Les souffles, ça doit être considéré comme un organique, une petite trabéculée. Donc, comme un foramen ovale, je vous en conjure, vous leur dites, bon, si vous y pensez, on fait un contrôle à 6 mois, 1 an. Si vous n'y pensez pas, je n'irai pas vous chercher. Une petite trabéculée que vous voyez, c'est la plupart, les souffles néonataux que vous voyez, c'est la petite coarctation de l'APG, hein, à la fermeture du canal, c'est physiologique, c'est normal, ça s'accélère un peu, et c'est la petite trabéculée. C'est des cas normaux. Voilà. Les CIV plus larges, trabéculés, ont souvent des cardiopathies associées, coarctation par exemple, et vous avez les graves, qui sont les switches, les fromages de gruyère. Là aussi, souvent, coarctation, fallo, où il y a un vrai... Et là, qui peuvent poser vraiment des fonctions sur la réparabilité biventriculaire. C'est tout à fait rare. La trabéculée se ferme parce qu'il y a des trabécules. Et là, voilà une CIV d'admission, inlet, c'est l'admission. On voit ici, vous voyez la valve. Et vous voyez, ce n'est pas évident de dire qu'il y a une anomalie de la valve AV gauche. Là, hein. Bien sûr, le 3D, vous retrouvez la CIV et vous voyez la fente de la valve AV qui n'était pas fuyante. Et donc, la CIV d'admission, quand un chirurgien est amené à l'opérer,
il doit systématiquement, vous devez lui dire s'il y a une anomalie. Normalement, si c'est une vraie CIV d'admission, il y a toujours une anomalie, comme dans le CAV de la valve AV gauche. Il n'y a pas forcément d'ostium primum. Vous voyez que là, il n'y a pas d'ostium primum. C'est rare, hein, ces situations de CIV d'admission isolée, sans CIA ostium primum, c'est quand même rare. Voilà, très joli en 3D, hein. CIV de l'outlet en vue anatomique, rapport avec la valve aortique. Donc l'outlet, c'est la CIV de Fallot. Et là, vous la voyez, vue VG. Et vous voyez la proximité de la valve aortique. Et là également, il peut y avoir des prolapsus, on va en toucher un petit mot, de la valve aortique. Alors voilà le fameux, ce qu'on appelait syndrome de Petzl-Obrich, ce nom porté, hein. Un autre nom important, c'est le Venturi. C'est le phénomène de Venturi. Le phénomène de Venturi, c'est le phénomène de la ventouse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une cusp aortique qui va venir être aspirée par la communication interventriculaire. Et donc, qui va déformer la cusp d'abord. Vous allez avoir un aspect de valve déformée, de prolapsus, et qui peut éventuellement fermer la communication. Donc, vous pouvez... Cet enfant, c'était une chaîne humanitaire. Il est arrivé, il avait 5 ans. Vous voyez, la CIV, on a même du mal à la choper. Il y a une très grosse fuite aortique de grade 3. Donc, il avait été... Parce que ce sont des CIV évolutives, hein, contrairement aux membranes sous-aortiques. Ça, t'en as pas, parce que fuite aortique, vous avez 3 causes. Hein. La bicuspidie, bon, ça c'est la valve. Vous avez la membrane sous-aortique par lésion de jet. Mais ça, elles sont peu évolutives. En fait, c'est un peu d'accélération sur l'endocarde, ça abrase la valve. Mais par contre, la CIV de la fuite aortique de la CIV, elles peuvent être évolutives. Je me souviens d'un enfant, qui est à Robert Debré, quand j'étais chef de clinique à Necker, qui a évolué en 2 ans vers une fuite aortique, qui a été obligé de faire une intervention de Ross, tellement on a laissé la valve aortique évoluer. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a une déformation. Donc, ça, c'est une indication opératoire formelle. Donc là, le chirurgien s'est retrouvé, vous voyez ici, la valve, en fait, vous avez l'impression de la valve raccourcie, mais c'est parce qu'en fait, elle est prolabée dans la CIV. Et là, c'est une indication, évidemment, opératoire. Vous voyez le flux très excentré avec le fameux fluttering diastolique de la grande valve mitrale. Hein. La valve ne peut pas s'ouvrir parce que ça vient lécher par la fuite aortique. Et donc, il faut fermer absolument cette CIV. Là, il a fallu faire un geste de plastie valvulaire aortique associée. Généralement, le seul fait de fermer la CIV en resuspendant la cusp freine l'évolution de la fuite. Souvent, la petite fuite persiste, mais elle n'est plus évolutive. Donc, s'il y a un mot à retenir, c'est une valve déformée dans une CIV de l'outlet, qu'elle soit périmembraneuse, infondibulaire ou plus large de l'outlet. C'est une indication opératoire formelle, même si la CIV est restrictive. Alors, les indications thérapeutiques, je vous les ai un peu dites. On ne fait pas de prévention comme le canal artériel d'Osler dans les CIV 1. C'est-à-dire, on n'est pas au stade de dire c'est tellement facile de servir une CIV que je vais lui proposer du percutané pour éviter de prendre des antibiotiques. Je ne donne pas le débat, est-ce que c'est vraiment utile de prendre des antibiotiques? Nous, on le donne, on le dit, extraction dentaire, voilà, attention à la peau. Parce qu'on a des endocardites dans les services, hein, il y a une fois par an, on a un enfant qui arrive pour une endocardite sur une CIV totalement bénigne en termes hémodynamiques. Hein. Mais là, vous avez toutes les conditions de lésion de jet. Hein. Vous avez le jet véloce qui vient taper sur le feuillet septal de la tricuspide, et là, vous avez vraiment des conditions d'endocardite possibles. Donc, on le voit de temps en temps, on regarde si ça n'évolue pas vers une fuite. Si ça n'évolue pas à l'âge pédiatrique jeune, ça n'évolue plus après. C'est une maladie bénigne. La CIV2A, on va essayer de gagner du temps, donc on va la traiter en médical et en se disant elle va probablement se fermer. La CIV2B est là, quand il y a de l'hypertension pulmonaire, que la CIV non restrictive, là, il n'y a pas photo. Hein. Une CIV non restrictive, c'est une chirurgie, hein, avant 6 mois. Parce que autant je vous ai dit, dans la CIA, la Zenmenger, on n'en parle pas, dans la CIV, ça existe vraiment. Et là, il ne s'agit pas de confondre, je raconte souvent une histoire, quand je suis arrivé à Toulouse, il y avait un enfant qui était suivi par un cardiologue qui confondait un peu le Doppler couleur et le Doppler continu, quoi.
Et donc, quand on l'a revu à 18 mois, voilà, la CIV était inversée, quoi. Donc, ce n'est pas facile, hein. Là, maintenant, il en a 20. Il est en bithérapie orale. Avec pour seul projet la greffe cœur-poumon, vous comprenez bien. Vous avez donc une CIV. C'est pour ça que c'est important de savoir mesurer du gradient, de savoir faire une analyse hémodynamique. Quand vous avez une CIV non véloce large, même si l'enfant est asymptomatique, j'allais dire presque surtout s'il est asymptomatique. S'il est symptomatique, c'est assez simple. On est dans un marasme, on est obligé de les fermer. Mais il faut les fermer parce que les résistances vont baisser. Donc, l'HTAP, l'Eisenmenger, il y a eu beaucoup de progrès sur les antihypertenseurs. Vous aurez un cours sur l'HTAP. Et la CIV4, c'est une CIV où vous devez, comme dans un phallo, faire une résection infundibulaire. Par l'oreillette, là, il n'y a pas de ventriculotomie, on ferme la CIV, on fait la résection infundibulaire. Alors, quelle est la physiologie de la CIV, du mécanisme de la CIV? C'est de dire, ça a débité, il y a eu du débit dans l'infundibulum, et puis, paradoxalement, parfois la CIV se ferme et il y a une cellose infundibulaire qui s'est constituée. Et là, il peut y avoir un phénomène d'auto-aggravation. Quand vous avez un peu de gradient, vous en avez encore un peu plus parce que vous avez l'hypertrophie vénère. Ça reste relativement rare, mais j'ai le souvenir d'un enfant, une périmembraneuse, j'ai dit à la famille, c'est formidable, on a gagné la bataille, la CIV, le Z-score VG est inférieur à 2, il est asymptomatique, on ne fait rien. Et puis de le revoir arriver avec un souffle qui était plus rude, éjectionnel, en fait, qui correspondait à une réaction infundibulaire serrée qu'on a été obligé d'opérer. Alors, les traitements, ce qui est formidable en cardiologie pédiatrique, c'est que voilà, on n'est pas emmerdé par la pharmacopée. Hein, je veux dire, bon. En dehors de l'HTAP et de l'arythmo, en gros, on n'a rien dans les poches. Hein. Pas de médicaments. C'est plutôt bien d'ailleurs, parce qu'on est assez mécanique, quoi. Je veux dire, il y a un trou, il faut le fermer. On raisonne de façon un peu empirique en disant, vous avez vu les courbes de pression-volume, hein, on a des compliances avec des pressions un peu élevées de remplissage, on va agir sur la précharge, donc on va donner des diurétiques. La post-charge, il n'y a pas du tout de problème de contractilité, hein, donc on est d'accord, ce sont des ventricules hyperkinétiques, et donc à un moment donné, même les cardiologues donnaient de la digoxine, voilà, évidemment que ça ne sert à rien, hein, la digoxine. Par contre, on s'est dit, on va jouer un peu sur la post-charge en vasodilatant l'aorte, hein, de façon à ce que, je vous rappelle, le VG éjecte à la fois par la CIV et par l'aorte. Si on diminue un peu la pression aortique, on se dit en théorie, ça va plus se passer dans l'aorte que par la CIV. C'est un peu théorique. Hein. Donc on donne des IEC à des doses progressivement croissantes. La diététique a toute sa place, hein, parce que là, comme je vous l'ai dit, le problématique, c'est de faire grossir, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. S'il ne grossit pas, la CIV ne va pas se fermer, on est dans un marasme et on peut être conduit à une indication opératoire devant ce marasme. Donc, c'est le fractionnement, l'enrichissement, le gavage s'il y a besoin, etc. On la kiné, évidemment, avec le synagiste pour la bronchiolite. Et puis, ce truc qu'on fait un peu en France, et là aussi de façon un peu, ça se fait nulle part ailleurs, c'est de dire, plus il y a d'hémoglobine, moins ça passe par la CIV, plus les globules sont. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que les enfants avec Shunt, ils sont mieux avec 15 grammes d'hémoglobine qu'avec 11 grammes. On sait qu'il y a une anémie physiologique. Bon. Voilà, ça augmente la viscosité, ça diminue. Donc, l'indication à la chirurgie, on est d'accord, c'est les non restrictifs de moins de 6 mois, avant 6 mois. C'est le marasme, c'est-à-dire qu'il y a du traitement, mais ils ne grossissent pas, on n'y arrive pas, il faut les fermer. C'est la fuite aortique, une formation de l'aqueuse. Et c'est l'obstacle infundibulaire. Alors, le cerclage a encore sa place lorsqu'il y a une contre-indication à la fermeture directe de la CIV, soit parce que c'est le terrain, très petit poids, comorbidité, un enfant syndromique, voilà, à 2 mois, ou parce qu'il y a des CIV que vous ne pouvez pas fermer parce qu'elles sont totalement multiples. Alors, le principe du cerclage, c'est je ferme, je réduis le tronc pulmonaire, donc je réduis le débit et je mets du gradient sur ce cerclage. Donc je fais baisser la pression et je réduis le débit. Sachant que le cerclage mis à une surface corporelle à 0,3, évidemment, sera beaucoup plus restrictif quand la surface corporelle sera à 0,6.
Ce qui veut dire que la pression dans le ventricule droit va augmenter, que le champ va s'inverser, que là, ça sera le moment où il faudra décercler et si possible, fermer la CV. Mais le cerclage, c'est évident. Alors, on appelle ça la chirurgie palliative. Ce mot palliatif qu'on emploie pour le blaloc et le cerclage, ce n'est pas une très belle terminologie. D'ailleurs, les parents, ils n'aiment pas. Parce que pour eux, leur dit palliatif, on pense aux soins palliatifs, je ne suis pas guérissable. Ce n'est pas ça. C'est que, oui, on n'a pas été à la source directe de la lésion. Mais en tout cas, ça donne quand même des résultats, hein, le cerclage. Alors, je vous passe, il y a eu plusieurs tentatives de cerclage dit au fil résorbable, les cerclages qu'on met et qui vont se résorber au bout de 5 mois parce qu'on se dit, tiens, cette PM ou cette trabéculée qui est débutée à 2 mois, elle débutera puis à 6. Parce que c'est un peu chiant. On cercle à 2 mois, puis la CV se ferme à 8 mois. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut le refaire en sternotomie et lui enlever le cerclage. Bon, oui, on fait ça. Alors, ils ont fait le résorbable, mais le résorbable, ça se résorbait d'un seul coup. Et quand la CIV était encore là, c'était l'OAP. Donc, ils font des pétables, aujourd'hui des cerclages au fil pétable avec un nœud qui consiste à dire, si la CIV se ferme, comme ça, le cathétériseur pourra dilater. Vous voyez, vous avez le cerclage ici, et pourra le dilater. Alors, voilà comment ça se passe. Ils font par la triotomie droite, ils vont mettre un patch à travers la tricuspide. Il faut voir, si vous n'avez pas été au bloc d'une CIV, il faut aller voir une CIV. On ne voit rien. Il y a que le chirurgien qui comprenne. On ne voit rien. Mais il faut aller voir parce que, notamment quand il met les points autour du patch, on se dit, ouais, c'est pas facile quand même. Hein. Il faut à travers la tricuspide, à travers la commissure de la tricuspide, il faut souvent resséquer de l'anévrisme. Il ne faut pas abîmer la valve aortique du côté gauche. Il ne faut également pas restreindre le feuillet septal de la tricuspide. Il faut essayer de ne pas être trop postérieur pour le nœud auriculo-ventriculaire. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Souvent, il fait une plastie tricuspide associée. Ça, c'était Bernard Kretman qui m'avait prêté cette diapo qu'on avait écrit ensemble, un bouquin d'écho. Voilà. Il dit, voilà ce que je vois à travers une CIV. Il va falloir qu'on améliore le dialogue parce que ce n'est pas ce que tu vois. Toi. Oui, c'est vrai. Il met des canules, il y a des canules. Moi, je comprends rien. Je ne sais même pas où est la CIV. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas simple. Voilà ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Je suis très fier parce qu'on a été les premiers au monde à Toulouse à l'utiliser. Je vous avais dit Such a long wait, three-dimensional pediatric transesophageal echocardiographie filial rise. Donc, c'est la première utilisation de sonde pédiatrique tridimensionnelle. Là, c'est General Electric, mais Philips vient de la sortir aussi. Et donc, on est au bloc. Encore une fois, l'ETO, c'est forcément KT au bloc. Hein. Donc, on est au bloc. Il y avait une indication, vous voyez, de fermer cette large CVPM. Il y avait quand même un peu d'anévrisme. Vous voyez le début de l'aorte, le début de 5 cavités. Et vous voyez, c'est des sondes toutes petites, vraiment petites, hein, comme la sonde pédiatrique bidimensionnelle, sauf qu'elle est 3D. Et vous avez ici le marqueur rouge qui permet de dégager. Alors, je trouve ça magnifique parce que vous avez la vue VG, donc vous voyez la valve aortique avec la CIV. Et là, vous avez la vue VD. Vous voyez la continuité mitro-aortique. Hein. Et là, vous avez la vue VD, la discontinuité tricuspido-pulmonaire avec la CIV qui est en contact du feuillet septal. Ça ne révolutionne pas l'imagerie diagnostique, mais ça permet de mieux comprendre l'anatomie. Et vous voyez encore une fois la surface très libre d'un ventricule gauche et plus trabéculée d'un ventricule. Le TO peut être utilisé après pour regarder le patch, donc il déborde toujours un peu côté VD hein, sur le septum. On va regarder la voie pulmonaire, on va regarder s'il y a de la CD résiduelle, la cinétique VG. Nous, on utilise pas mal, même beaucoup, sauf dans les shunts à trio, hein, le TO péropératoire, parce que d'ailleurs, il y a, c'était cet après-midi, un de nos internes en FST, Pierre a fait sa thèse sur l'impact de l'ETO périopératoire. Et alors, c'est compliqué parce que ça mobilise du temps, ça mobilise une machine, on n'a qu'une machine de bloc, hein. Ça mobilise un homme, une femme hein, qui doivent avoir des compétences de TO. Alors en pédiatrie, il y a peu de compétences de TO parce que contrairement à l'adulte, il n'y a pas de culture. On n'en fait pas. Les adultes, les internes, quand ils sont en cardiologie adulte, ils font plein de TO, pas les cardiopédiatres. Parce qu'il n'y en a pas en dehors de ces. Voilà.
Et donc, mais c'est utile, et c'est utile dans deux indications notamment. Alors évidemment, je ne parle pas des plastiques complexes, des valves, évidemment, une valve mitrale comme chez l'adulte, mais dans les pathologies congénitales, il y a les obstacles de la voie droite, et notamment les phallos, pour voir, notamment, on a un certain nombre d'enfants qui ont été repris sur des cédoses infundibulaires résiduelles significatives. Il n'y avait pas assez resséqué, on voyait. Et la deuxième, c'est sur les CIV, quand il y a du shunt résiduel. Il y a certaines CIV qui sont un peu difficiles à voir, à fermer. Et donc, ça a permis des reprises. Après, le TO s'est fait en post-CEC immédiat. Comme chez l'adulte, ça a des difficultés d'interprétation hémodynamique, parce qu'on n'est pas dans des conditions anatomiques formidables. Alors, un petit mot, et j'en aurais terminé sur le cathé pour les CIV, sur le cathé interventionnel. Bon, c'est encore en plein débat. Pourquoi ? Parce que les conditions anatomiques font que, en gros, la seule qui sert à rien, mais qui est pas débattue, c'est la CIV porte-infarctus de l'adulte qui est en train de mourir. Mettre sous ECMO. C'est la trabéculée, la perforation, une prothèse au milieu du septum. Je vous avais dit que les CIV trabéculés, isolés, c'est assez rare en indication. Donc finalement, ce mode d'utilisation qu'on peut avoir en transcutané ou en transventriculaire, ce qu'on appelle, personne ne le fait en France. À un moment donné, l'équipe de Marseille le faisait, mais plus personne, en gros, aujourd'hui ne le fait, c'est ce qu'on appelle l'hybride. C'est-à-dire, de dire, moi, le chirurgien, j'ai la discussion avec Davidé, il dit, moi, je ne vais pas y avoir accès à cette trabéculée basse par le VD. Donc, Clément, c'est toi qui vas venir au bloc, et puis moi, je vais te piquer en paire ventriculaire, en sternotomie, et tu vas fermer la CV en prothèse. Et après, moi, je vais faire le reste du travail. Comme ça, une fois, j'en ai envoyé une il y a de nombreuses années à Marseille, et c'était Loïc Massé, c'était un syndrome de coarctation qui avait CIV sous-aortique, coarctation et CIV trabéculé. Sauf que la CIV, c'était néonatal, la CIV trabéculée, il n'y arrivait pas, donc ils l'ont fait en hybride avec un. Donc, plastine large, fermeture de CIV, et en hybride, fermeture. Il y en a où ils mettent aussi des stents de l'artère pulmonaire, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Mais théoriquement, ça nécessite une salle hybride et puis surtout de la coopération interventionnelle chirurgicale. C'est compliqué, ça se fait peu. Donc, globalement, aujourd'hui, l'interventionnel, on le retient d'abord en indication, donc pas chez le petit. Donc, toutes les CIV symptomatiques, c'est la chirurgie. C'est la CIV dont on discutait au départ, qui a un Z-score élevé, qui est asymptomatique, qui a un anévrisme du septum membraneux, une poche, et qui n'a pas de prolapsus de la valve aortique, évidemment. Et là, il faut vraiment une team expérimentée. Sébastien Ascouet a fait une formidable étude là, qui va être bientôt publiée, qui s'appelle Francisco, qui va essayer justement de répondre à la question française des CIV de moins de 2 ans qui débutaient, ce qu'elles deviennent. C'est une étude prospective. Donc de savoir, sauf qu'il y a une variabilité selon les centres. Des centres les ferment tous, d'autres attendent, d'autres se tentent dans le percutané. Voilà, un peu un marécage. Mais en tout cas, si on tente une percutanée, il faut le faire avec une team expérimentée, interventionnelle et imagerie. Ça ne se fait pas comme ça, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses. Ils ont essayé, en Platz, à développer. Moi, je me souviens à Toulouse, peu de temps après que j'arrive, j'avais fait venir Mario Carminati, qui est un grand ponte de la cardiologie interventionnelle milanaise, qui était le porteur d'Emplatz. Emplatz, il a développé des prothèses excentrées, comme la prothèse de CIA, sans berge, pour se dire, je ne vais pas léser la valve aortique, je ne vais pas léser le nœud auriculo-ventriculaire, et je vais pouvoir la mettre en position safe. Et donc, il était venu, il avait fait 2 enfants. Il y en avait un, ça avait duré une demi-heure. Je me suis dit, formidable, c'est une technique extraordinaire. Parce que voilà, c'est ça, il a mis la prothèse à cheval sur le septum, comme dans une CIA. L'autre, ça a duré 6 heures. Il a dû faire la boucle artério-veineuse, enfin, comme on doit le faire, ça a été l'enfer. Finalement, ça s'est bien passé. Mais est sorti quelques années plus tard une publication du JAC canadien qui a montré qu'il y avait des blocs auriculo-ventriculaires de façon beaucoup trop élevée. Et donc, à ce moment-là, cette prothèse n'a plus été mise sur le marché, puisqu'elle
Encore une fois, on ne peut pas être plus morbide que la chirurgie. Le risque de BAV dans une périmembraneuse, il est quand même extrêmement faible. Donc finalement, cette prothèse a été retirée. Et aujourd'hui, ils utilisent plus ce type de dispositifs, qui sont des dispositifs un peu en coil, qui sont plus des blocs vasculaires, qui vont consister à le mettre dans l'anévrisme. Alors, vous voyez ici sous éco-navigateur, et c'est ça qui était intéressant, c'était Alain Fraisse qui était venu nous aider, et il a mis sous éco-navigateur une prothèse dans la CIV. Ça avait bien marché, on en a fait à peu près une dizaine. Vous voyez la valve aortique. Donc là, on est vraiment dans l'anévrisme. Parce que la difficulté de la positionner en septal, c'est que vous avez le nœud, vous avez la valve aortique et c'est compliqué. Donc voilà, les quelques mots-clés à retenir dans la CIV. Bon, évidemment, c'est connaître l'anatomie, connaître la définition de restriction, de gradient, et donc tout ce qui va avec l'application ou non du Bernoulli. Connaître les courbes de pression-volume, ça vous permettra de comprendre pourquoi il y a des formes symptomatiques et asymptomatiques. Connaître les coupes échographiques, donc anatomie des différents septa, trabéculés de l'inlet et de l'outlet, et les différentes coupes échographiques. Connaître les évolutions et les complications de chaque CIV. Et puis savoir quelles sont les indications chirurgicales de cette cardiopathie qui sont les plus fréquentes, puisque là, vous avez conscience, j'ai 3 heures de cours, mais je vous traite 40% des cardiopathies. Quand vous accumulez CIA, CIV et canon artériel, c'est la cardiopathie du quotidien, en fait. Et c'est la cardiopathie où vous pouvez vous dire qu'une fois qu'elle est fermée, ou même si elle est non significative, l'enfant est guéri. Ça fait partie de ces cardiopathies sans lésions associées qui n'ont pas de nécessité de suivi. Un canal artériel, on va passer sur le canal rapidement, là, mais le canal artériel n'a pas besoin d'être suivi. La CIV en percutanée, on les suit parce que c'est un peu la learning curve. Mais une CIV adulte qui a été fermée à l'âge de 6 mois, qui a le patch, bon, CG tous les 5 ans parce qu'il y a une cicatrice d'atriotomie, mais il ne se passera rien, quoi. Et la CIA qui est dentodélialisée au bout de quelques mois, aujourd'hui, en plate, les CIA, c'est 98. On a 24 ans de recul partout dans le monde. Donc, ouais, vous allez dire, ouais, il y a eu des érosions aortiques. Elle ne voit plus, quoi. Donc, ça fait quand même, on dit, monsieur, madame, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que votre enfant a une malformation du cœur, mais la bonne nouvelle, c'est que je sais la traiter. On ne dit pas ça dans toutes les cardiopathies. Est-ce que vous avez des questions en attendant que je